En ce moment, il faut savoir qu'un peu partout sur la planète, il y a des gens comme nous qui se réunissent, simples citoyens ou alors élus représentant ces citoyens, et dans le but de gérer au mieux le bien commun. Et en cela, cette réunion de ce soir est certainement quelque chose qui participe à un processus historique, qui est un processus de citoyens qui ont décidé que non, tout n'était pas qu'une évidence à accepter sans réagir. Je prendrai comme exemple, par exemple, les super incendies qui ont beaucoup fait parler d'eux, et notamment en Australie. Ces super incendies dont une projection de la NASA nous dit que d'ici 20-30 ans, la moitié des communes en France seraient touchées par ces super incendies. Donc c'est une fatalité ou ce n'est pas une fatalité. Donc si on considère que ce n'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose. Et c'est ce que propose l'association La Forêt Globale, qui est une association que nous avons créée, ça fait à peine un mois. Et je vais consacrer beaucoup de temps, nous allons consacrer beaucoup de temps à un échange questions-réponses. Parce que je pense qu'à chaque question que vous allez poser, toutes les réponses amèneront la structure et l'organisation de l'association La Forêt Globale. Je vais vous présenter les personnes qui sont en lien avec notre association. Alors, honneur au bureau et honneur aux dames et à la plus jeune. Je vous présente Maëlie Garcia, qui, elle, va noter tout ce qui l'intéresse en tant qu'enfant, parce que vous verrez que le volet éducation est très très important dans le principe de notre association. Les membres du bureau, donc nous avons Audrey Topas-Bosque, qui est une personne admirable, avec un caractère fort, mais qu'elle met au service de sa bonne âme, de son bon cœur. Nous avons notre trésorier, Gérard Lebachet, que beaucoup de gens doivent connaître sur Gijan, qui est une personne avec une tête bien remplie et un cœur gros comme ça, avec une très très bonne structure, et je pense que le rôle de trésorier conviendra parfaitement à Gérard. Et puis nous avons notre président, Vincent Saint-Cotta, qui est un artiste, un écrivain, qui vient de publier son premier ouvrage et qui fait partie des personnes avec qui on peut s'engager par la parole sans avoir besoin de signer des tonnes de papier devant nos têtes. On sait que la parole sera tenue. Nous comptons aussi parmi les gens qui vont nous aider. Valérie Nègre, qui est responsable animatrice de la table de la Gardiole. Valérie, elle va s'occuper de tout ce qui est secrétariat, gestion, lien avec la comptabilité et le comptable. Donc ça, c'est ce qui concerne le bureau. Nous avons décidé, dans le cadre de la Forêt Globale, de nous adjoindre des personnalités toutes reconnues dans leur domaine, reconnues et appréciées dans leur domaine, et tous ces domaines-là vont en fait venir se rajouter à l'activité de la Forêt Globale. Donc je les appelle le comité des sages. C'est en fait le comité conseil et surveillance. Donc ce sont des gens qui nous apporteront leur expertise. Je vous les présente rapidement et ensuite chacun, s'il le souhaite, pourra intervenir. Donc nous avons Thibaut Garcia, qui est un apiculteur, qui amène à la fois un savoir-faire et le dynamisme de sa jeunesse, et un regard sur l'apiculture, qui est un regard à la fois très moderne, mais également très très conscient des enjeux de l'apiculture. Et comment on peut faire aujourd'hui une apiculture moderne et productrice de miel de haute qualité, en respectant l'économie. On a travaillé sur ce qu'on appelle notre laboratoire, le laboratoire de la Forêt Globale, sur des ruches, des essais installés que l'on ne traite absolument pas, que l'on ne bouge pas et on regarde faire. Et on s'est aperçu par exemple que sur une de nos ruches, les abeilles ont commencé à apprendre à se débarrasser du varroa en triant les larves.
Donc quelques essais sont capables de faire ça. Nous en avons un dans notre centre d'expertise. Donc c'est intéressant. Et tout ça est supervisé par Thibaut. Nous avons deux viticulteurs, deux personnes que j'aime beaucoup, qui sont proches par leur activité, mais qui ont décidé chacun d'avoir une approche différente de la viticulture. Christophe Thibaut, que les occitanistes connaissent très très bien, c'est un viticulteur qui a choisi lui de travailler en bio et plus en conventionnel, très raisonné aussi, parce que nous en avons déjà parlé. Michel Pinas, qui est engagé aussi dans des actions humanitaires. Et vous pouvez dire, si vous voulez, un petit mot aussi de votre activité. Juste une parenthèse sur l'activité de Christophe Thibaut. On nous dit que souvent il faut passer par une industrie, une agriculture industrielle pour pouvoir nourrir la planète et avoir de grosses quantités, de grosses productions. Il faut savoir que quand ça a été très très difficile, et je parle sous votre contrôle tous les deux, il y a 2 ans je crois, où la récolte a subi quand même des pertes à cause de la sécheresse, de la gel, à cause du gel. Il se trouve que Christophe a fait certainement une de ses meilleures récoltes à cette période-là. C'est intéressant. Je compte parmi mes amis la chance d'avoir Alban Lauriac, qui est un cadre du Centre régional de la propriété forestière, qui est aussi donc un homme très très technique en ce qui concerne la forêt, mais aussi très très ouvert en ce qui concerne le développement de notre association et de la reforestation fruitière. Alban m'a presque promis, mais je pense que nous aurons sa promesse très rapidement, de superviser notre future pépinière, qui sera une pépinière d'expérimentation. Et dans notre projet, qui est en train d'évoluer pour cette pépinière, on va aller au-delà de cette expérimentation. On va aussi produire des plants qui seront des plants résistants à la chaleur, à la sécheresse, donc demandant une moindre consommation d'eau. Mais ce serait aussi un centre qui permettrait de développer cette expertise auprès de tous les agroforestiers qui souhaiteraient s'installer dans le principe de la forêt en permaculture, c'est-à-dire on cultive des arbres fruitiers en grande biodiversité, tout mélangé. On ne fait pas de la monoculture. Le verger ou la forêt en permaculture, c'est l'inverse de la monoculture. Et on cultive les fruits et les légumes sous le couvert de ces arbres fruitiers sur le principe des buts en permaculture. Donc, cette pépinière serait aussi un centre de formation et d'accueil du public scolaire. Autre personne qui compte beaucoup dans ma vie et dans la mise en place de la forêt globale, c'est Ivan Bissette. Ivan, je l'ai rencontré un peu par hasard, on a réalisé un livre ensemble. En fait, lui, il a tout écrit, il a tout conçu, et moi, je me suis mis juste en petite main pour l'aider à le mettre en forme et à le publier. Ivan, lui, intervient dans tout ce qui va être habitat écologique. Voilà, il a une forte expertise à ce niveau-là, mais vous verrez dans sa présentation qu'il a une approche aussi globale que notre forêt. Nous avons beaucoup de chance de compter parmi ce collège de sages Charles Cassard, qui est l'ancien directeur du 1034, qui a une grande palette d'activités, mais en ce qui nous concerne, il va mettre à notre disposition son expertise concernant le climat. Et il va nous faire un topo sur la situation actuelle, et après on verra par rapport à toutes les interventions, comment on peut le relier à l'association La Forêt Globale. Et puis, bon, je ne présente pas Marc Gonzalez, qui est sapeur-pompier, sergent-chef, si je ne me trompe pas, adjudant, autant pour moi. Il va tellement vite dans sa profession que... Et il est
responsable de l'école des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers de la Veine. Et Marc, lui, va nous aider à concevoir la mise en place de cette forêt en fonction des contraintes de sécurité. Voilà. Et un peu plus, il nous le dira tout à l'heure. Charles, si vous voulez peut-être commencer par la partie climat. Très bien. Donc, je me présente. J'ai été dans 30 ans directeur départemental à la fois dans l'Aude puis après dans l'Hérault. Ce qui fait de moi un des plus grands experts en France sur les catastrophes naturelles, c'est-à-dire les feux de forêt, les inondations et aussi lorsque la mer bouge. Alors, je vais commencer par ce que la presse a commencé à rapporter, c'est-à-dire le GIAC. Le GIAC, c'est un groupe. C'est d'ailleurs, on pourrait le rapprocher de l'arroseur arrosé. Le GIAC, c'est un groupe intergouvernemental qui, justement, mesure les températures sur le globe. C'est un peu, on doit le rapprocher avec l'arroseur arrosé parce que le GIAC a été demandé dans les années 90 par le président des États-Unis et Thatcher, donc qui gouvernait l'Angleterre, puisque l'ONU voulait créer un organe sur le climat. Mais comme il y avait un regard, donc l'ONU était contre les États-Unis. Et donc, ils ont demandé, donc ces deux Thatcher et le président, de créer un organe gouvernemental pour s'opposer donc à la création de l'ONU. Et je dis que c'est l'arroseur arrosé parce qu'aujourd'hui, le GIAC se retourne contre les États-Unis. Et donc, ce GIAC a formulé des prescriptions et maintenant c'est médiatique. Mais ça fait plus de 40 ans qu'on en parle de ce réchauffement climatique. 40 ans. Et le problème, c'est que quand le GIAC dit qu'il faut prendre des mesures, mais en fait c'est sur le plan mondial. Parce que quand j'entends en France qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, si quand bien même la France prenait toutes les mesures, ça aurait presque aucun effet si les autres pays ne le font pas. La France, alors vous savez que les effets sont dus au carbone. Donc c'est pour ça qu'on dit tous les énergies fossiles, il faut s'en débarrasser, le gasoil, etc. C'est pas que les États-Unis. Il y a le kérosène, il y a les bateaux, et tout le monde comprend qu'on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. Mais il faut lutter contre ce réchauffement. Quelques chiffres. Un qu'il faut retenir, c'est en 50 ans, la température du globe a augmenté de 1 degré. 1 degré. Ce que dit le GIAC, il faut lire aussi tout ce qu'ils écrivent, c'est un peu, c'est pas contesté, mais c'est les chiffres qui sont parfois bien commandés. Mais toujours est-il qu'il faut arriver à limiter à 1,7 degré. Le GIAC dit de toute façon, à l'heure actuelle, on n'y arrivera pas. Alors, de 1,5 degré, ils disent, dans 30 ans, si on peut limiter à 2 degrés. Alors, vous me direz, c'est rien, parce que 2 degrés, oui, c'est beaucoup 2 degrés, parce que sur le plan météorologique, lorsqu'on a une moyenne qui augmente d'1 degré, ça peut faire ponctuellement des écarts de 7 degrés. Donc ça veut dire qu'en France, on aura des températures qui vont monter à 48, 49 degrés. Donc si on limite à 2 degrés, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est pour limiter à 2 degrés. Et les derniers rapports, là, parlent en un siècle, ça va être 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est énorme. On va monter à 15 degrés, c'est-à-dire qu'on aura 55 degrés en ponctuel. Donc, il faut effectivement lutter contre le réchauffement climatique.
Mais le principe de réalité montre que tous les pays ne prennent pas toutes les mesures. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, je crois que ça commence à bouger, toutes les grandes villes commencent à parler des effets du réchauffement climatique. L'Australie, il ne faut pas croire, hein, ils ont des grands incendies, mais parce que là on en parle pendant une semaine, mais après on n'en parle plus. Ça, moi je l'ai constaté pendant une dizaine d'années, quand on parlait d'inondations de l'Aude ou de l'Hérault, après on n'en parle plus, au bout de 15 jours c'est fini. Vous avez l'Allemagne, donc quand elles disent la chancelière, bon, ils ont les usines à charbon. Alors il y a le plan quand même, ça ne dit pas trop, mais ça y est, ils vont commencer à ralentir. Mais ils vont ralentir en 30 ans, vous avez toute l'industrie des bateaux, et pas beaucoup. Alors, il y a maintenant des commissions, parce que ça on sait faire. Les commissions, il y en a, moi, d'ailleurs, ils voulaient que j'aille à l'ONU, moi, puisque je suis à la retraite, j'ai refusé parce que c'est très politique tout ça. Donc, les États-Unis, la Chine, l'Inde, bon, ça veut dire que même si nous, en France, on prend toutes les mesures, et nous, on produit même pas 1% sur le globe. Donc, ce n'est pas 1% qui va faire changer tout le climat. Donc ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se décourager, parce qu'il faut effectivement prendre les mesures pour limiter ce réchauffement par le carbone. Par contre, ce qu'on parle moins, c'est les effets toxiques des fines particules. Alors on dit qu'en France, ça crée 40 000 décès pulmonaires, AVC et cardiaques. Donc ces fines particules, et même maintenant on parle de très fines particules. Mais quand on suit tous ces problèmes, comme je le fais moi depuis 30 ans, Lionel Jospin, il a créé l'ONERC en 2000, donc ça fait près de 20 ans, dans l'indifférence la plus parfaite. L'ONERC, c'est l'Office national des effets du réchauffement climatique. Donc déjà, il y a 20 ans en France, on a dit, mais si on a le réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur le plan des feux de forêt, pour l'instant, les départements, il y a 17 départements soumis à ces risques. On a même écarté la Gironde, tout l'ouest. La Gironde ne fait pas partie des départements, donc il y a la Gironde, les Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Charentes. Il y a des feux là, mais pour l'instant, ce n'est pas comptabilisé. Et si on arrive à 3 degrés, on aura la moitié du territoire français, c'est pour ça qu'on dit la moitié des communes, c'est-à-dire que vous tracez un trait de Nantes jusqu'à en Savoie, bien, tout ça, il y aura des risques, feux de forêt comme on les connaît. Et nous, on aura encore beaucoup plus de risques. Et donc, ça veut dire que, moi je vais faire je ne sais pas si on va me le passer, mais sur les feux de forêt et sur les inondations, et sur les feux de forêt, ça veut dire qu'il faut se préparer à doubler tous les moyens, notamment les moyens aériens. Donc il faudra doubler la flotte aérienne. Il faudra, en ce qui concerne les normes, parce que pour les feux de forêt, tout le monde comprend, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Si on supprime la forêt, il n'y a plus de feu. Bon. Mais il ne faut pas la supprimer justement parce que ça a un effet contre le réchauffement climatique. Donc, mais il faut débroussailler. Ça oui, ça c'est important. Et pour l'instant, alors il y a un tas de normes, mais dans ces 17 départements, le débroussaillement, ça consiste à débroussailler sur 50 mètres. Et si on a ce réchauffement, il faudra mettre 100 mètres. Alors, le problème c'est combien ça coûte. Et nous, dans l'Hérault, en 98, avec l'association des jeunes sapeurs-pompiers, et puis on avait les emplois jeunes, on a été
la première association dans la région qui emploie les employeurs. On en avait près de 80. Et nous, dans notre idée, c'était parce que le pompier de l'avenir, c'est pas le pompier qui intervient, c'est justement le pompier qui n'intervient pas. Donc il faut tout faire en premier lieu notre objectif. C'est pas, bien sûr qu'il faut s'organiser comme on intervient en moyens, etc. Mais le but suprême, c'est qu'on n'intervient pas. Donc c'est la prévention. Et le pompier du XXIe siècle, ça devrait être le préventionniste. Et alors, il faut des normes. Et donc, si on a un réchauffement qui va induire des risques plus importants, eh bien, il faut changer les normes. Changer les normes, c'est le débroussaillement. Mais le débroussaillement, il faut aider tous ces foyers. Et donc, dans notre association, les 80 jeunes sapeurs, qui étaient des employeurs, étaient chargés d'aller identifier les risques avec le ONF, avec les préventionnistes et les justices, et puis aider les gens à débroussailler. Et bien, ça a été refusé parce qu'on nous a dit, comme vous avez des finances publiques, vous ne pouvez pas, avec les finances publiques, aller chez le privé. Après, c'est parti en vrai parce que on voulait des aides, on a eu des aides de l'Europe, de l'État, par les employeurs, on voulait la région. Et la région n'est pas intervenue parce que ça, c'était pas en accord avec le micmac politique. Et l'association est tombée. Mais nous, donc déjà, il y a 20 ans, on avait dit effectivement, il y a un réchauffement, il faudra s'occuper de la prévention sur le plan des forêts. Donc, on surveillait, on avait 30 patrouilles supplémentaires par rapport à tout ce qui existe avec les forestiers sapeurs, avec l'ONF et les pompiers. On a rajouté 30 véhicules. Parce que, en ce qui concerne les feux de forêt, l'origine. Je suis venu écouter parler de reforestation. Voilà, ça va bien. Merci beaucoup. En fait, il était venu parler de reforestation, il n'a pas trouvé pour l'instant le sujet qui lui convienne. Mais c'est un préambule qui est important pour savoir pourquoi c'est important de penser au forêt. Alors, oui, donc, ce qu'il faut faire, c'est débroussailler. On a aidé, donc, on voulait aider toutes ces applications pour pouvoir débroussailler. Et donc, je pense que j'ai fini mon exposé, puisque après c'est l'intervention. Mais l'arbre, c'est un symbole de l'homme. Et donc, à la fois sur le plan de l'environnement, c'est aussi un symbole pour l'homme. La plantation d'une forêt qui se régénère. Et je pense que, en ce qui concerne la protection de la forêt, c'est quelque chose d'important. Et c'est un sujet, à mon avis, qui va être très prioritaire dans les futures années, parce que on aura des risques importants. Vous savez ce qui s'est passé en Australie, pas de cette grande surface, mais on peut avoir des feux en France de 10 000, 20 000 hectares. Et donc il faut se préparer à ce phénomène. Et je vais finir parce que l'origine d'un feu de forêt, c'est pas naturel. Alors c'est dit, c'est une origine anthropique. C'est-à-dire c'est l'homme ou l'activité de l'homme. Donc, si on ne veut pas de feu, il faut agir sur l'homme. Donc, nous, c'est ce qu'on avait dit il y a 30 ans de ça. Et là aussi, il y a des actions à mener sur la prévention, sur la communication aussi, rendre le citoyen responsable. Et ça, c'est important. Alors, ça se passe à l'école,
Dans l'autre, on avait fait une publicité, on a fait des actions. En touchant les enfants, on touche les parents. Et donc, on avait sorti ces arbres, mon âme d'hiver ne part pas en enfer. Ça, dans toutes les écoles primaires et les collèges. Donc, on avait ce logo et on sait que les enfants parlaient aux parents. Voilà, j'ai terminé sur cet exposé qui, je pense, il faut expliquer pourquoi la forêt brûle et pourquoi il faut replanter, parce que sur le climat, ça a une action très bien. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir, il paraîtrait que si sur la Terre entière, sur la planète entière, on replantait 1 milliard d'arbres, ce qui n'est pas énorme, on ferait, non, 1 milliard, on diminuerait de 25% le CO2. Les chiffres sont contestés, mais c'est vrai qu'on dit quelque chose. Alors il faut savoir une chose, cette histoire de CO2 aussi, le CO2 n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a coupé les arbres. Je parle sous contrôle d'Alba, mais si on n'avait pas déforesté comme on l'a fait et planté de la forêt industrielle, qui est une forêt qui n'est pas une forêt naturelle, donc qui part facilement dans les feuilles, le CO2 n'est pas un problème. La forêt, les arbres, l'humus a besoin de CO2. Donc c'est devenu un souci, mais le souci, ne le mettons pas sur le CO2, mettons-le sur le fait que nous avons trop coupé d'arbres. Et c'est pour ça qu'avec l'association de la forêt globale, on a l'intention d'initier notre petit travail de colibri, c'est-à-dire à notre niveau, en tant qu'individu et en tant que groupe d'individus, commencer simplement à faire quelque chose de vertueux qui concerne la replantation d'une forêt fruitière, et on verra après, parce que je pense que Chantal, tu vas poser des questions sur pourquoi la forêt fruitière, on y reviendra, une forêt essentiellement fruitière, essentiellement. Si je peux compléter, vous allez au Canada, aux États-Unis, vous avez beaucoup de maisons qui sont en bois. Donc là aussi, il faut changer les habitudes. Par exemple, en Australie, je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis allé en Australie, il n'y a pas de prévention. C'est pas comme en France, il n'y a pas de prévention. Puis les maisons sont souvent en bois. Donc tout ça, c'est un système qu'il faudra changer. Marc ? Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Zaès, je suis pompier au centre de secours de Gijane depuis 14 ans. Donc étant confronté en ces années au feu de forêt. Excuse-moi, tu peux me plus haut. Étant confronté donc, depuis plusieurs années au feu de forêt en période estivale, donc l'été, Bruno m'a parlé de son projet de monter son association. On a longuement parlé au téléphone quand on se croisait dans les Gija. Et je lui ai dit oui, un gros oui d'ailleurs, je ne suis pas hésité. Car quand on est confronté, quand on voit la forêt brûler, c'est vrai que ça fait mal au cœur. D'accord ? Il fallait trouver un moyen. Donc nous, on a parlé de son projet de replanter des arbres fruitiers. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc on a pu constater l'année dernière, donc il faut savoir que dans l'Hérault, 1218 hectares ont brûlé. 1218 hectares ont brûlé. Si on se rappelle, donc Gijane, en début de saison, Gijane m'a basé pour ça, il y a eu une grosse activité opérationnelle. Et si on se rappelle, en fin de saison, à Loupian, il y a eu un gros feu, ça a mobilisé pas mal de moyens. Je ne sais plus combien d'hectares qu'on brûlait, mais 300. Je crois qu'il y a eu 300 hectares. À l'origine, barbecue. Donc justement, on trouve des barres de feu causées donc, par négligence, par accident et bien sûr après volontaire, par jalousie, etc. Et suite à cette forêt qui nous entoure, dans le bassin de Tours, on constate une forte propagation des feux suite aux essences émises par la végétation. Donc ici c'est le pin qui est de partout. Et
et le pin rejette les essences inflammables, et on se retrouve avec des feux de cime, c'est-à-dire le gros arbres qui prend feu, avec le vent qui pousse, et on retrouve comme tous les arbres brûlés de fois en hauteur et pas en bas. Donc mon aide sera donc de conseiller Bruno et son bureau sur l'effet suivant, donc de changer ses essences avec des arbres fruitiers. Si on regarde donc le massif de la Garfiole, on y retrouve beaucoup de pins et un fort risque du coup de feu. Il faut aussi faire une campagne, comme le colonel Cassard l'a dit, de campagne de sensibilisation sur le débroussaillement. Il faut aussi créer des réserves d'eau qui vont à la fois servir pour arroser les nouvelles plantations, mais qui vont aussi à la fois servir pour la défense incendie. On pourra se servir, tout ça par pompier, pour intervenir sur le massif ou autre. Donc, moi je suis content d'être ici, je suis une Pierre, les Bruno et son équipe, et tu peux compter sur moi pour nous. C'est un grand plaisir. Voilà. Comme vous le voyez, au fur et à mesure, vous aviez certainement des questions, et petit à petit, il y a des réponses qui commencent à naître. Il va peut-être me faire une synthèse. Oui. En fait, il y aura beaucoup de questions. C'est un grand moment ce soir, parce que c'est vrai que ce soir on est dans le calme pour réfléchir par soi-même, on est troublé par personne. Et c'est vrai que dans des petites réunions comme ça, on peut faire des grandes choses. Donc, on ne peut pas arriver d'un coup sur un sujet aussi brûlant que celui-là, et c'est vrai qu'il est important de prendre un peu de temps. Nous avons la chance d'avoir écouté le colonel Cassard, on a l'expérience aussi de Marc. Bruno a fait ce qu'il fallait pour que vous compreniez qu'on arrive au fur et à mesure dans le sujet. On ne peut pas tomber dans la plantation directement. Il faut quand même passer par des éléments essentiels de compréhension pour comprendre pourquoi toute l'équipe agit comme ça. Moi, je vais faire un survol rapide un petit peu de notre pays pour arriver à notre région par la suite. Puisque c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On raisonne à Gija, mais on raisonne pour l'environnement aussi d'à côté. Parce que le but, c'est ça. C'est de faire profiter ceux qui sont à côté de nous et qu'ils fassent la même chose. Et ici, on va arriver à avoir de bons buts. Chacun sa spécialité, et comme ça, c'est vrai qu'on peut faire de belles choses. Donc, on va parler un petit peu de notre beau pays, qui a quand même les plus belles forêts d'Europe, il faut le savoir. On a quand même les plus belles forêts d'Europe ici, mais si on ne les garde pas, on va vite les perdre. Comme disait Charles tout à l'heure, c'est vrai, c'est vite fait, ça brûle vite. Après une montagne brûlée, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. Il faut reboiser, il faut replanter, ça dure une vie, on ne le verra pas. Peut-être nos enfants, et si ça n'occupe pas, ils ne le verront pas non plus. Donc nous sommes là, ici, ce soir, pour décider de ce que nous allons faire demain, qui est déjà maintenant. C'est très important. Donc au fur et à mesure, on arrive dans le sujet. Donc la France, c'est 642 000 km², c'est 67 millions de personnes en 2017, un beau pays. On a les plus belles forêts d'Europe. On a 136 espèces d'arbres en gros, avec 375 000 de plantes. Et on en découvre chaque année des plantes. On ne les connaît pas toutes. Donc ça aussi, il y a les arbres qui bougent, mais il y a les plantes. Mais il y a les insectes aussi qui bougent. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Chaque fois qu'il y a une montagne qui brûle, dites-vous, il n'y a plus rien. À part ce qui vole, qui a pu se sauver, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est coupable. Je vous dis, là, on est coupable. Parce que c'est à nous, en fait. Ce qu'on fait. Enfin, à moitié coupable, parce qu'on est là quand même, c'est ça. C'est 35 000 insectes en France et plus de 1 million sur la planète. Ils sont 75% de la biodiversité animale. Ils sont présents quasiment sur tous les continents. Les animaux en France métropole, ils sont plus de 100 000. Quand une forêt brûle, c'est pareil. Ceux qui rampent, etc., c'est bon. Donc il faut veiller à ça également. Alors, savez-vous qu'il existe un plan environnemental 2017-2019 qui est géré par le ministère des Armées, qui a une responsabilité en matière d'environnement. Et ça, c'est pas tout le monde négliger. Il faut poser un peu. Car c'est le premier utilisateur du domaine de l'État. Donc, on peut aussi, peut-être en faisant nous quelque chose collectivement, on peut essayer de voir avec eux. On va parler maintenant du budget de fonctionnement, le budget des
des Armées, c'est 63 milliards. L'éducation nationale, c'est 51 milliards. Le ministère de l'Agriculture, en gros, c'est 4,8 milliards. Donc on voit que il manque pour faire des choses quand même. Hein. Donc c'est à nous aussi à trouver les moyens et à les défendre notre cause. Alors le service des armées, pour y revenir, il a une responsabilité en matière de biodiversité, il faut le savoir, de gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, des sites et des sols pollués. Moi je ne savais pas, j'ai appris en creusant. Donc il est chargé également des réseaux d'enseignement, ce que l'on fait ce soir. Des réseaux d'enseignement pilotes. On fait ce soir. Et de l'ensemble de ces problématiques, ce que l'on est en train d'évoquer. Il existe un plan d'action environnemental. Il est même sur le site du ministère de la Transition écologique. Dessus, vous y trouverez actuellement, en 1, il y a les infos du coronavirus. En 2, vous avez Fessenheim, la centrale qui va être arrêtée en été 2020. En 3, vous avez la vigilance et les pluies inondations pour 15 départements, et nous y sommes, parce que les inondations, c'est pareil, ça se gère avec les forêts. Si les ruisseaux sont bouchés, vous étonnez pas d'avoir de l'eau dans le ruisseau chez vous, parce que l'eau, il faut qu'elle passe. Ça, c'est pareil, c'est la même chose. Le feu, l'eau, ça se gère, mais avant, pas pendant, tout le temps. Là, on a des spécialistes en tâche. Après, en 4, vous avez la loi anti-gaspillage, sortir du plastique jetable, etc. En 5, vous avez quelque chose qui est important, le congrès mondial de la nature. Et en 6, vous avez les jeudis anti-gaspillage, etc. On va revenir au 5, concernant le congrès mondial de la nature. Du 11 au 19 juin 2020, il est prévu en France à Marseille. Il est organisé tous les 4 ans par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et c'est là où peut-être on pourra faire quelque chose, on pourra leur proposer des choses. Cet événement doit contribuer à inscrire la biodiversité dans une stratégie nationale et même mondiale. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors ensuite, il y a d'autres détails que l'on pourrait évoquer. Maintenant, je vais revenir à un sujet qui est un peu plus facile pour moi, c'est la construction de maisons de bois. J'ai une formation bois depuis ma jeunesse, et ça fait 12 ans que je me suis remis, j'étais parti dans un autre rayon, et je suis revenu à mes premiers amours d'enfance, on va dire. Et ça fait 12 ans que je construis des maisons en bois. Alors quand on nous dit en France que, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, oui, il y a 4% de maisons en bois en France, et 90% aux États-Unis, et 90% au Canada. Et pourquoi? Parce que le bois, tout simplement, c'est un élément naturel qui ne demande rien d'autre que son utilisation propre. Il n'y a pas besoin de ciment. Il n'y a pas besoin d'eau. On le monte et c'est terminé. On le visse et c'est fini. Il fait son travail. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on a une méconnaissance profonde du bois. Et par notre action, il est certain qu'il faut quand même expliquer aux gens que la France paye des pénalités à l'Europe parce qu'elle ne construit pas assez en bois. Vous imaginez? On paye des pénalités, mais c'est des grosses sommes, c'est pas des petits trucs. Parce qu'on a 4% de maisons en bois en France. 80% des maisons dans le monde sont en bois, et nous on a 4%. Il y a un problème. Le bois chez nous, c'est quelque chose d'important. On a les plus belles forêts d'Europe. Donc ça veut dire que je vais arrêter là pour que les questions puissent circuler, mais en tant que constructeur de maisons en bois, tout à l'heure, on parlera un petit peu de tous ces avantages. Construire en bois, c'est pas plus cher que construire en béton, et là ça demande beaucoup plus de... Il faut de l'eau, il faut du ciment, etc. Et puis, juste une chose, je voudrais dire, quand Bruno m'a demandé de le rejoindre, j'ai dit, mais c'est avec plaisir, mais c'est avec honneur. Parce qu'on se doit tous de faire un effort pour nous, mais aussi pour nos enfants. Voilà. Pour parler de biodiversité, on peut peut-être aborder les aspects agriculture pour commencer, qui est vraiment en lien avec cette biodiversité animale, les abeilles étant l'insecte pollinisateur le plus connu, mais aussi il y en a beaucoup d'autres. Et Thibaut, si tu veux nous dire quelques mots sur ton activité, comment tu la vois au sein même de la forêt globale. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents. Donc, je ne suis pas encore sur la partie replantation d'arbres. Il y a quelques personnes qui sont quand même patientes sur le sujet, je m'en excuse. Mais bon, c'est quand même quelque chose, je pense que l'agriculture qui a un rôle à jouer dans ce projet-là de la forêt globale. Donc présentation
particuliers et aussi les entreprises. Le but du jeu, c'est tout le monde est aujourd'hui familier avec les problématiques de notre métier, notamment la préservation de l'abeille. Le but du jeu, voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé également dans le projet Forêt Globale, c'était de faire de la sensibilisation, et pour faire la sensibilisation la plus efficace, le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était d'amener justement la ruche au plus près des gens. Et la ruche est là, parce que le but du jeu, pour vraiment connaître la façon dont ça fonctionne et pour être sensibilisé, il faut qu'il y ait un lien, que ce soit attaché. On fait voilà, beaucoup de pédagogie au plus près chez les gens de notre terre, avec la famille, les entreprises aussi, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec les gens qui travaillent sur les lieux. Et donc voilà, on a vu que c'était vraiment le meilleur moyen, même si je ne remets pas en cause la qualité ou en question la qualité de documentaire animalier qu'on peut voir sur le sujet, mais vraiment quand on peut toucher, quand on peut voir au plus près une colonie d'abeilles, chose que on n'a pas forcément l'habitude de faire, ben voilà, on prend une autre mesure de la valeur aussi de ces êtres vivants, même si on y a été sensibilisé maintes et maintes fois. Encore une fois, même si malgré les mots, un toucher, on peut peut-être dire, et un regard en vrai, on peut peut-être ça. Donc voilà, nous on est spécialisés là-dedans. Donc quel sera notre rôle à jouer dans les projets de Forêt Globale? Je ne veux pas non plus avancer trop dans le sujet, mais bon, voilà, il y a ce projet-là de recréer vraiment une sorte d'oasis, un petit peu, quoi, des éléments, un environnement qui soit profitable à tous, mais aussi à la biodiversité. Et parmi la biodiversité, voilà, il y en a une qu'on a un petit peu domestiquée, qui sont nos abeilles domestiques, et qui ont bien entendu leur rôle à jouer dans la pollinisation, chose qu'on connaît beaucoup, dans la reproduction et dans le développement des essences végétales, notamment les essences fruitières. Donc le but du jeu, là où nous on va pouvoir apporter un peu notre pierre à l'édifice et participer au mieux, c'est de sensibiliser aussi les gens en rôle, même si beaucoup, sûrement beaucoup aussi le savent déjà, mais voilà, leur faire toucher du doigt, leur faire voir concrètement comment ça fonctionne, quel rôle les abeilles peuvent jouer et dans ces essences. Le but, c'est vraiment de recréer des havres de paix pour ces insectes qui nous sont précieux. Insectes, c'est presque un mot qui je trouve pas assez joli. Après, ça, c'est la personne qui parle. Mais voilà, pour ces animaux-là qui sont fantastiques dans leur organisation, tout ça, si on peut leur recréer un écrin vraiment dans lequel on va pouvoir s'épanouir avec le moins d'intervention possible, c'est vrai qu'on est sur le laboratoire, on a déjà des retours, des choses qui sont positives, avec notamment le varroa qui a été mentionné. Bon, certes, on a des colonies qui arrivent à durer dans le temps sans que le varroa soit traité. Pour ceux qui connaissent, c'est un parasite qui colonise nos ruches et qui, si on ne s'en occupe pas correctement, si on ne conduit pas les ruches correctement, amène l'effondrement de nos colonies. Donc c'est un problème majeur. Nous, sur l'exploitation, cette année, on en fait encore les frais, parce que voilà, on essaye de nouvelles choses pour sortir, même en agriculture, de cette agriculture un petit peu intensive, aussi que nous, on était capable de reproduire. On était critique vis-à-vis des agriculteurs intensifs, mais on reproduisait un petit peu les mêmes choses. Là, le but du jeu, c'est de retrouver une agriculture paysanne, en tout cas une agriculture en lien avec le vivant. Donc voilà, j'ai fini sur mon bref aparté. Donc au plaisir de répondre aux questions par la suite s'il y en a. Et merci encore à M. Garcia, que je connais déjà depuis pas mal de temps, je pense que ça fait 28 ans que vous connaissez. Je crois qu'il était là au début. Et donc à toute l'équipe, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce soir, il y a certains que j'ai déjà croisés. Voilà, merci à tous et merci à tous les gens. Vous le verrez, dans la reforestation fruitière telle qu'on la propose, il y aura des parcelles qui seront des parcelles exploitées pour créer aussi une richesse économique en termes d'emploi, et puis des parcelles qui seront peu à peu laissées à l'état sauvage. On ne taillera pas les arbres et on fera en sorte que la nature puisse reprendre son activité bénéfique pour tous. Et dans les parcelles exploitées, l'intervention de notre apiculteur référent fera que nous allons mettre des ruches sur ces parcelles exploitées qui produiront un miel qui sera un miel on va dire presque un miel de cépage, de terroir en tout cas. Et chaque parcelle exploitée avec ses ruches donc aura une spécificité. Certaines parcelles pourront mettre plus des parcelles qui se prêteront à la plantation
d'arbres originaux, d'agrumes, donc avec une typicité de miel produit qui sera spécifique à cette parcelle, mais nous ne déplacerons plus les ruches. On va arrêter avec cette pratique dans le cadre de la mise en place de la forêt globale. On ne les déplace plus, on fait une intervention minimale avec le moins de fumée possible et on ne traite pas. On laisse faire la nature. C'est la permaculture. La permaculture, c'est au lieu d'asservir la nature, on sert la nature, on se met au service de la nature. Elle a mis des millions d'années à arriver à un équilibre incroyable et d'une beauté magique dès qu'on observe son fonctionnement. Et nous, espèce humaine très très arrogante, en 3 générations, peut-être un peu plus, on lui dit non, tu n'as rien compris, on va t'expliquer ce qu'il faut faire. C'est complètement, voilà, c'est au-delà même de l'arrogance, c'est totalement aberrant. Donc là, dans la permaculture, on inverse totalement le processus et on se met au service de la nature. Et je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté depuis maintenant 5 ans que j'ai commencé à mettre en place ce projet, que quand on sert la nature, elle est d'une générosité incroyable. Il faut savoir que sur les parcelles, sur les fermes en permaculture déjà exploitées, comme une des fermes les plus connues, qui est la ferme du Bec et Loin, vous allez voir, il y a des vidéos très intéressantes, il produit sur une surface ce que produirait l'agriculture intensive sur 3 ou 4 fois cette surface. Donc il est bien important de concevoir qu'il n'est pas question de revenir à un mode de production qui nous rendrait affamés parce qu'on ne produirait pas assez, mais c'est l'inverse. Dès qu'on s'intéresse à la permaculture, c'est l'inverse dont il est question. En plus, la nourriture produite, les fruits et les légumes produits sont d'une richesse et qui n'ont plus rien à voir avec les fruits et les légumes industriels. Le pépiniériste avec qui on travaille, et qui fait partie de nos références, c'est René Colucci de la pépinière qui a non loin de Roubaix, la pépinière du Bosque, travaille lui sur des variétés anciennes, et ils ont fait analyser les fruits de ces variétés anciennes, par exemple une pomme, avec les variétés de pommes modernes. Et ils ont tenu bien sur certains fruits, trouvé une différence d'une valeur de 1000 fois moins de qualité nutritive et surtout la qualité nutritive qui comptait, mais aussi le goût qui va avec, sur les fruits modernes. Donc on mange peut-être 3-4 pommes, alors qu'il y a une seule pomme bien produite sur des variétés anciennes et des lignées anciennes d'arbres suffisent. Puisqu'on parle de fruits, nous avons attaché une importance tout à fait particulière à avoir des viticulteurs qui nous conseillent à la mise en place de notre forêt fruitière. D'abord parce qu'il y a des réserves de table extraordinaires et là aussi des essences anciennes qui commencent à revenir à la mode, et notamment c'est l'INRA qui en propose 3, je crois, 3 nouvelles. Ces variétés en fait reviennent à la mode si on veut, mais elles ont surtout arrêté d'être interdites, puisqu'elles ont souffert pendant plus de 40 ans d'une interdiction du gouvernement de plantation. Les fameux cépages que vous connaissez peut-être, Clinton, Morin, Isabelle, etc. Voilà, maintenant ces cépages-là seraient entre guillemets réautorisés à la plantation, et comme ce sont des cépages résistants notamment aux maladies phytosanitaires et peut-être aussi à la sécheresse, il serait intéressant peut-être de voir ce que ça donnerait sur. Alors, peut-être vous posez la question, qu'est-ce qui justifie la présence de viticulteurs ce soir, puisqu'on parle d'arbres. Comme nous dire pourquoi, parce que dans le projet de replantation, donc, il est prévu des coupe-feux. Et Michel peut en témoigner, parce qu'il a ces vignes ont vu le feu de près. C'est le meilleur coupe-feu qui existe. Ça fait pas du bien à la vie. Voilà, parce que quand je lui ai dit qu'on concevait aussi dans la forêt fruitière une partie qui doit être consacrée à la vigne de façon à créer des coupe-feux intéressants pour les interventions, Michel m'a dit ouais, mais c'est quand même dommage de considérer la vigne comme un coupe-feu. Il est évident que c'est pas le but. C'est un des buts, mais c'est surtout la production de fruits
fruits, puisqu'on est en forêt fruitière aussi, même si ça ne produira jamais des grands arbres, quoique une souche qui se développe et qui commence à avoir 10-15 ans couvre une surface à elle seule tout à fait incroyable, et il y a une seule souche pour des dizaines de kilos de raisins. Et donc là, retrouver ces anciennes variétés qui ont en plus un goût tout à fait exceptionnel. On a des vins qui étaient distillés de raisins qui ont un goût de framboise, et on arrivait à faire un alcool qui ressemblait vraiment à l'alcool de framboise. C'était bluffant. Donc on va retrouver aussi le plaisir du goût et de manger des choses originales et de bonnes choses. Ça fait partie du programme de la forêt globale. Michel, tu peux peut-être apporter quelque chose par rapport à ton expérience? Non, je suis le plus sceptique, je pense, du groupe, parce que c'est vrai que je participe dans l'esprit, j'ai toujours été écolo, mais je n'ai pas aimé les politiciens écolos. En général, ils ont passé leur temps à se battre, à s'éliminer mutuellement, ils se sont enrichis, les trois quarts, et effectivement, eux ne sont pas crédibles. Moi, je suis venu parce que je crois en ce que fait Bruno, j'admire ce qu'il fait. C'est utopique, mais je pense que l'utopie nous amène effectivement à avancer. Si on n'a pas d'utopie, on reste toujours dans la routine, dans le moment ancien. Alors, je suis très admiratif de ce qu'il fait. Je suis sceptique sur une partie. Je pense que économiquement, pour arriver à être vraiment rentable, c'est très très difficile. Ça sera très difficile parce que ça demande d'être assisté. Moi je connais très bien, je suis un ami de l'Ars de l'Alpha del Vasco. Ce sont des gens qui pratiquent ça depuis 80 ans, pratiquement maintenant, depuis les années 50. Et ces gens-là, ils sont dans la survie. Ils ne sont pas, comme tu dis, l'abondance. Pour le moment, ils sont dans la survie. Ils avaient du mal à s'assurer socialement. En général, il a fallu qu'ils aient des aides pour avoir la sécurité sociale, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'assurer socialement. Je crois qu'il faut être lucide. Je trouve que la démarche est bonne, mais il faut rester lucide. Ça ne va pas être facile. C'est quelque chose que je trouve qui est d'avenir, mais il va falloir pédaler. Il y en a qui l'ont fait déjà plusieurs fois, et je vais vous montrer le document qui est un document très très intéressant. Il y a un livre posé sur le comptoir, si vous voulez le consulter. C'est un livre d'un très grand photographe internationalement connu, Sébastien Salgado, et il a fait un travail extraordinaire. C'est cet homme-là qui est avec son épouse. Il a racheté les Brésiliens. Il a racheté au Brésil une montagne totalement désertique, qui n'était pas un désert, mais qui est devenue un désert parce qu'on a coupé tous les arbres. Et donc, c'est devenu un désert. Et cet homme-là, avec ses moyens et aidé par le gouvernement et par des aides privées, a petit à petit replanté de la forêt. Et vous voyez, c'est pas quelqu'un de très très vieux, c'est quelqu'un d'assez jeune. Et en l'espace d'une vie, il a réussi à replanter totalement la forêt originelle. Ce qui veut dire, et ça c'est pas anecdotique sur notre région, que cet homme-là, en replantant une surface suffisamment grande, a fait revenir la pluie, les sources et les rivières. Donc, quand tu dis que c'est utopique, j'entends ce que tu dis, parce que nous sommes, et ça c'est un de nos intervenants qui est spécialiste de la forêt méditerranéenne, il nous dit, la forêt méditerranéenne, c'est certainement la forêt en Europe, et peut-être même parmi toutes les forêts du monde, qui est le secteur qui va être le plus difficile à reforester. Mais il nous dit, attention, difficile mais pas impossible. Il suffit simplement de le faire. Ça prendra peut-être sur ce bassin méditerranéen un peu plus de temps que si on le faisait dans des endroits comme le Brésil et la forêt tropicale, où vous coupez une branche, vous la plantez au sol, vous revenez 2 ans après, vous avez un arbre. Mais le principe existe. Les hommes ont déjà mis ça en pratique. Notre intervenant qui sera conseil sur la forêt méditerranéenne sait très bien aussi que ça fonctionne. Ça prendra juste, comme je le disais, un peu plus de temps. Alors utopique, oui, sous une certaine forme, mais déjà mise en pratique.
En ce qui concerne donc la forêt, donc, bon, la forêt, c'est un très vaste sujet, hein, très vaste sujet. Il est très complexe d'en parler parce que, par définition, c'est hyper complexe. La forêt, c'est quelque chose d'hyper complexe. Dans une forêt, il y a l'arbre qui cache la forêt, il y a plein d'arbres qui cachent d'autres arbres. La forêt, elle est pleine de mystères. On commence à percer pas mal de mystères sur le fonctionnement de la forêt. On est franchement, je crois qu'il faut être très modeste, on est loin de tout savoir. Vraiment loin de tout savoir. Je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais ce n'est pas le but. En faisant très vite, disons que pour revenir être dans le sujet, il y a toujours une ambiguïté de l'homme par rapport à la forêt. D'ailleurs, au niveau de le mot même forêt, en fait, ça vient de foris, fort, des forts, hein, ceux qui parlent pas occitan, c'est-à-dire c'est ce qui est dehors de l'homme, en fait. L'homme a souvent eu peur de la forêt. Alors c'est plein de paradoxes, parce que la forêt, elle a été sa forêt nourricière. Comme vous le savez, très schématiquement, on descend de l'arbre. Hein. On descend de l'arbre et en fait, on a été créé au contact de l'arbre, au contact de la forêt. On est probablement omnivore, mais on est frugivore avant d'être omnivore. C'est pour ça qu'on ressemble pas mal au gorille, hein, même s'il y a des canines. On est omnivore, mais avant tout frugivore. Parce qu'on vient de l'arbre et de la forêt. Donc ça, on a des relations très compliquées avec l'arbre et la forêt. On a passé, dès que les sociétés d'hommes se sont formées, elles ont pensé quelque chose, c'est éliminer les forêts, ou du moins les éclaircir. Les éclaircir pour cultiver, mais aller un peu trop loin, on est toujours allé trop loin. Si je me rapproche d'ici, la forêt méditerranéenne, en fait, nos garrigues, en fait, c'est une forêt méditerranéenne. Mais c'est une forêt méditerranéenne qui a été hyper dégradée par l'homme. Elle a été hyper dégradée parce que l'homme a voulu disons, vivre, a voulu survivre, a voulu cultiver, a voulu faire paître des troupeaux, etc., a été éleveur, et la facilité c'était de mettre le feu pour refaire de l'herbe, et à mesure la broussaille ou le moment revenait, on remettait le feu pour refaire de l'herbe. Avec les cendres, on enrichit momentanément le milieu, mais on l'appauvrit en matière organique, parce que chaque fois, comme disait le Boudin Cassard, chaque fois qu'il y a un feu, ça fait de gros dégâts, y compris sur le sol. Donc on minéralise progressivement le terrain, et un terrain qui est minéral, une pluie part, le vent apporte pas mal d'éléments, etc. C'est la matière organique qui sert de liant, et là, de lien au niveau des particules du sol. Et donc là, on revient à cette idée qui est intéressante au niveau écologique, c'est de enrichir en matière organique, donc le sol, pour faire remonter la biodiversité. La forêt, et notamment la forêt méditerranéenne, c'est le lieu où il y a le plus de biodiversité, quoi, hein. Ça bat tous les records de biodiversité. Nous, on est ici, on passe devant de la garrigue. Pour la plupart des gens, la garrigue, qu'est-ce que c'est? Ça pique, hein, et ça prend feu. Voilà, hein. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. La garrigue, c'est une super richesse, en fait. Il y a une biodiversité incroyable à la garrigue. Il y a des essences, mon grand-père était destillateur de plantes aromatiques, donc j'ai un peu ça dans le sang, quoi, même si je ne pratique pas du tout, mais il y a des essences, il y a toute une pharmacopée autour de ça qui serait aussi à développer. Bruno a parlé au niveau des fruits, mais au niveau des propriétés médicinales de cette pharmacopée, il y a énormément de choses à faire et qu'on va découvrir dans le futur. Parce que ce sont des espèces qui résistent à la sécheresse, qui ont donc développé toutes des stratégies de halo, etc., de gaz, autour d'elles, etc., qui ont développé justement cette faculté de faire des essences et de faire des substances chimiques qui ont certaines propriétés. Donc il y a tout un tas de trucs à creuser, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Le CO2, pour aller un peu vite, pour moi, c'est pas du tout un ennemi. Hein. D'ailleurs, c'est décrit. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, sur le GIEC. Il y a des gens qui disent que non, que le réchauffement, il n'est pas lié forcément au carbone anthropique, etc. Bon, là-dessus, on peut faire de gros débats. C'est pas là l'important. L'important, c'est qu'il y a un réchauffement. Et ça, c'est clair et net, on le sait tous, il y a un réchauffement. Bon, donc il faut faire avec, il faut apprendre à faire en sorte que ce réchauffement, à prévenir en plantant des arbres, etc. On s'est aperçu, notamment en ville,
que lorsqu'on fait des petits îlots de verdure, on arrive à faire descendre la température moyenne de 1 ou 2 degrés sur l'année dans ces îlots. Donc du coup, les architectes, les aménagistes commencent à retravailler cette histoire entre les rapports entre justement l'arbre et l'homme, l'arbre et la ville, etc. Bon, vous voyez, il y a tout un tas de choses à causer à ce niveau-là. Et l'arbre fruitier, en fait, c'est l'exemple type de cette alliance entre l'homme et l'arbre. On a eu toujours tendance, comme je vous disais au départ, à repousser la forêt. La forêt était un peu vue comme un ennemi. L'arbre fruitier, c'est l'arbre domestiqué, en fait. Donc c'est l'arbre que l'on va choyer, dont on va s'occuper pour arriver à faire produire des fruits. Et donc c'est vraiment l'arbre ami. Hein. Et c'est aussi l'arbre qui, en fait, quand il stresse, a besoin de l'homme. Quand un arbre stresse, il fait des fruits. Oui, je vais très vite dans les... Quand un arbre stresse, il a tendance à faire des fruits, et l'homme a su tirer profit de ça pour soigner l'arbre de manière à ce qu'il stresse, mais pas trop. Hein. C'est un peu le psychologue de l'arbre. L'arboriculteur, c'est un peu le psychologue de l'arbre, si je pousse un peu la métaphore un peu loin. Donc, par rapport au forestier pur, qui lui va essayer d'approvisionner la filière de bois et de créer des grands massifs, plutôt en résineux, parce que les résineux, ça pousse droit, en général, ça pousse à peu près droit, et ça fait des planches, donc il y a un certain rendement au niveau du sillage. L'arboriculteur, lui, il va avoir un travail arbre par arbre, il va connaître son arbre par cœur, il va essayer de faire avec cet arbre, de le conduire, de le préserver, pour lui faire donner le meilleur. Donc là, il y a un travail intéressant par rapport à ce positionnement qu'on a toujours eu dans le temps, cette ambiguïté entre l'homme et la forêt. Et je pense que là, cette idée que tu as avec l'association-là, que tu veux que cette association porte, en fait, elle me paraît intéressante à ce niveau-là. Elle me paraît intéressante au niveau philosophique, au niveau sociétal évidemment, hein, au niveau social, mais au niveau philosophique aussi. Donc moi je suis convaincu, alors je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que tu disais Michel, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, parce que on est bien au changement climatique, on est dans des conditions vraiment difficiles, mais si on le fait intelligemment, si on le fait avec volonté, avec conviction, avec un petit peu même de l'acharnement, on peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Et autour de cette formidable aventure, il y a tout un aspect humain, éducatif, et qui va complètement dans le bon sens. Donc c'est pour ça que j'adhère à ce projet, et que voilà, l'idée de faire partie du comité un petit peu d'orientation me plaît assez bien. On s'aperçoit que moi je suis arrivé sur une terre qui était une ancienne vigne qui avait été surexploitée et plus rien ne poussait. Il y avait une espèce de genêt traçant, je ne sais pas si c'est la famille du genêt, mais enfin un truc assez pénible, très résistant, et des ronces qui poussaient sur ce terrain.
Et j'ai commencé à creuser des buts en permaculture. Donc le principe, c'est on creuse une fosse, on la remplit avec des matériaux, du bois vermoulu et de l'herbe, avec un peu des végétaux. Et ensuite on recouvre avec la terre que l'on a enlevée pour faire cette fosse. Et on entretient toujours un manteau herbeux assez épais qui permet de maintenir l'humidité, de nourrir le sol. Donc on apporte aucun intrant nourricier à la terre. On n'a pas besoin parce que tout le monde s'en occupe. On a une microfaune incroyable, on a des vers de terre, tout prend le relais, on n'a pas besoin de désherbage. En fait, c'est très, très vertueux. Mais au-delà de ce que je pouvais imaginer, ce que j'ai constaté, c'est que dès la fin de la première année où j'ai commencé à faire ces études en permaculture, le sol a complètement changé. C'était un sol pratiquement nu, comme je vous le disais, et là, brusquement, il y a une variété incroyable de plantes qui sont revenues, et notamment des variétés très très nobles pour le sol, comme le trèfle, et je n'avais pas mis du trèfle. J'avais fait quelques essais en plantant de la moutarde, en plantant du sarrasin, qui sont des plantes qui apportent beaucoup au sol. La moutarde, le sarrasin. Par contre, la nature m'a dit, bah attends, moi j'ai tout prévu, je sais faire. Et elle est venue petit à petit avec les plantes, et ce qui fait que maintenant, quand je passe la tondeuse pour récupérer l'herbe et la remettre sur les buts, j'ai une variété incroyable de plantes à apporter sur ces buts en permaculture. Et ce mode culture là, que vous exposez, vous le transposez comment dans la galerie? Alors, parce qu'il y a beaucoup plus de cailloux que de terre. Alors la permaculture, ce qui est incroyable, c'est que c'est adapté à tout type de terrain. Je suis d'accord, si vous nourrissez le caillou, ça ne marche pas. Exactement. Il n'est pas question de nourrir le caillou, tout à fait. Mais il est question de faire soit une fosse, c'est-à-dire d'enlever les pierres de façon à créer cette fosse que l'on va ensuite remplir, soit, si ce n'est pas possible, ici c'est du caillou, au lieu de faire la fosse, de l'enterrer, on va la faire en surface, on va l'élever. Et on obtient le même principe. Mais attention, les buts en permaculture, ce n'est qu'une partie de notre association et de la reforestation. Et ça n'existe que sur les parcelles qui vont être exploitées. Ensuite, sur les parcelles où on va remettre de la forêt fruitière, par exemple sur la Gardiole ou dans d'autres endroits, ça va être simplement de la plantation d'arbres fruitiers. Une question subsidiaire, ces parcelles, c'est quelles? Alors, au niveau parcelle, donc, voilà comment nous allons fonctionner. Nous allons fonctionner, et c'est notre souhait, au départ avec des municipalités. Parce que ces municipalités vont nous permettre d'avoir une puissance financière que nous n'avons pas pour l'instant pour démarrer. Donc, ce qui veut dire que si les municipalités nous suivent, et l'idéal ce serait qu'il y en ait 5, il y en a déjà 3 qui se sont déclarés, qui d'après moi suivront, on verra le résultat des élections, mais ce sont des gens qui ont visiblement une vraie parole qui se sont déclarés. Donc, le processus sera donc, dès la prochaine campagne de novembre-décembre de cette année, pouvoir mettre en place un maximum d'arbres. Les municipalités aident l'association à démarrer dans les besoins fondamentaux qu'elle a et qui ont été évalués la première année à 57 000 €, parce qu'il va y avoir un salaire et demi au SMIC, donc un mi-temps et un salaire à plein temps, de l'achat de matériel, mais assez réduit. On pourra donner tous les détails à ceux qui sont intéressés. Et les municipalités s'engageront ensuite en fonction des surfaces qui seront des surfaces soit municipales, soit des surfaces privées. Pour le domanial, je n'ai encore aucun contact avec l'ONF, mais de toute façon, ça va se faire parce que nous sommes très très jeunes. Donc de replanter un maximum de surfaces possibles. Quand on va travailler avec les particuliers nous disent, ben voilà, moi j'ai 1 000 m², j'ai 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, et je souhaite les mettre à disposition de l'association pour remettre de la forêt partout. À ce moment-là, on va visiter la surface, on regarde ce qu'il est possible de faire, et les arbres seront financés par les municipalités au départ et l'association. Et pour éviter ensuite que les municipalités soient sans arrêt en train de sortir de l'argent pour les nouvelles parcelles, dès la première année, et ça a déjà commencé, j'ai déjà commencé, nous allons faire notre propre pépinière. C'est-à-dire qu'on va être en mesure
de replanter et de planter des zones grâce à cette pépinière. Si Gijan nous suit, nous aurons une pépinière qui sera une pépinière gijanaise. Si Poussan nous suit, il y aura une pépinière pour Poussan. Si Loupia a envie de replanter ces 240 ou 300 hectares d'arbres qui sont partis et que la moitié de la population dit « nous, ça nous intéresse », si on ne fait pas tout la première année, on doit être capable de mettre en place dès la première année une pépinière sur Loupia qui nous permettra ensuite de faire, de replanter les surfaces qui méritent d'être replantées en ayant un impact sur le budget municipal moindre. Donc, replanter de la forêt sur deux types de parcelles. Une parcelle exploitée, des parcelles exploitées et des parcelles non exploitées qui seront petit à petit rendues à la nature, entretenues les premières années justement pour les questions de sécurité et pour l'envahissement des broussailles. Mais attention, quand on dit que ça va être entretenu, si par exemple sur une parcelle d'Alain Boulara sur la Gardiole que nous avons visitée, en fait on en a visité plusieurs, sur cette parcelle-là, ce qui est très intéressant, c'est que déjà des arbres se sont installés. Alors ce sont des arbres de garrigue, mais ces arbres de garrigue en fait ont beaucoup de vertus. D'abord, ils ont commencé à travailler le sol, ils ont commencé à recréer petit à petit un humus, même si c'est très pauvre pour l'instant, parce que en fait, la garrigue sur la Gardiole n'est qu'une garrigue adventice, on en est là. C'est une garrigue qui permet petit à petit de réinstaller d'autres arbres, et des arbres de plus en plus grands. Parce qu'il y a 900 ans de ça, 1000 ans de ça, la Gardiole, ce n'était pas de la garrigue, c'était de très très grands arbres. Et comme on les a coupés pour les raisons dont on a parlé avant, mais également parce qu'on voulait exploiter le bois, on en avait besoin pour les constructions des bateaux, pour les forges, donc il nous fallait beaucoup de bois. Tout le bassin, le charbon, donc tout le bassin méditerranéen a été rasé. Et qu'a fait la nature? À quoi elle a consacré son énergie? Elle a consacré son énergie à refaire de la forêt, parce que toute la vie dépend de la forêt. Alors oui, on a besoin d'oxygène, oui, on a besoin d'eau, mais la nature recrée en première chose de la forêt. Elle met toute son énergie à recréer de la forêt, parce que la forêt c'est la vie. C'est pour ça que cette idée de forêt globale nous est venue, et elle est pensée de façon globale, parce qu'on a parlé climat, on a parlé écologie, on a parlé biodiversité, ce sont des éléments évidents quand on parle de forêt, mais on peut penser aussi en termes d'emploi, en termes d'économie, en termes d'éducation, parce qu'il est évident qu'un enfant à qui, dans un projet pédagogique, on va confier un pot de fleurs avec une graine qui va se mettre à germer petit à petit, dont il aura la responsabilité. Quand cette graine va être suffisamment grande, elle va être intégrée dans notre pépinière pour passer une maturité que l'on estime avec Alba de l'ordre de 2 ans, ce qui serait bien, pour que le système racinaire ne prenne pas de mauvaises habitudes. Et quand on va mettre cet arbre en terre avec l'école, avec cet enfant, avec ses copains, ses copines de classe qui auront chacun un arbre, est-ce que vous imaginez que ces enfants-là ne vont pas avoir une conscience citoyenne de ce que c'est que la forêt? Évidemment, et ce ne sont pas des enfants quand ils vont faire un pique-nique, vont jeter leur papier, parce qu'ils vont manger dans la forêt qu'ils ont contribué à replanter. Et ils vont transmettre ça ensuite à leurs enfants. Et puis, de la forêt fruitière en partie également. Pourquoi? Parce qu'une forêt fruitière étant une forêt d'abondance, cet enfant qui va avoir un cerisier, qui aura planté son cerisier, à côté de lui, il aura son copain ou sa copine qui aura un pêcher. Et un arbre qui produit adulte produit beaucoup. Et on rentre là dans un cercle qui est un cercle vertueux, par exemple, qui est le cercle du partage. Et moi j'ai des cerises, toi tu as des pêches, toi tu as des abricots, on va partager tout ça. Donc le volet éducation est aussi très très important. Et il s'intègre de façon harmonieuse à cette vision globale. Jean-Paul, je crois que tu as une question. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Paul, je suis berger, quelques personnes me connaissent. C'est très bien ton projet, l'association me plaît, tout ce que vous dites c'est très bien, le professionnel, tout ça. Moi quand je suis rentré dans l'Amazonie, j'ai vu l'Amazonie là, je suis rentré en 2008 ici. Voilà. Et j'ai travaillé encore sur les thèses de Claude Bourguignon. Je ne sais pas si il y a déjà qui connaissent Claude Bourguignon, c'était le plus grand agro-volontiers en Europe. C'était toujours calculé, regardé de très très près, et ça a toujours été voué au développement de toutes les cultures d'Europe.
même de Russie. Voilà, ça. Ce que vous dites, c'est très bien. Je travaille tous les jours sur la Gardiole. Sauf que planter les arbres, c'est bien, mais ce qui manque sur la Gardiole, c'est des mains. C'est des mains, parce que des paroles, tout ça, c'est bien. Mais des mains, moi, en 10 ans, j'ai réussi à faire 2 hectares et demi. Tout seul. Tout seul. La barre Farley, on a été 2 à le faire. Moi et Stanislas. L'ancien jardinier de la ville de Seine. On a été 2. On a fait tout ça tout seul. On n'a eu aucune aide. Les plans, on revitalisé tout le massif. On sait ce qu'il faut faire. On les travaille en permanence et avec des gens que tu connais. Tu vas voir mon ancien Henri qui est le chuteur pour l'association pour la fusée. Il est encore sur les tests de Claude Bourguignon. Il date de 80, tu vois, c'est pas hier. Voilà. Nous, on a travaillé sur un arbre. L'arbre spécifique, vous pouvez l'étudier comme vous voulez. Pour nous, ça reste le caroubier. Le caroubier, c'est ce qu'on appelle le faux chocolat. Il revitalise, il crée un comportement humide, il a une biodiversité complète, il nourrit tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est volatile, tout ce qui est lapin, toute la garrigue, il nourrit les bêtes, ça c'est une solution. Et après la deuxième thèse, c'est sur les feux, mon colonel, vous savez très bien que le feu part de la strate basse. Il ne part pas de tête, il part toujours de la strate basse. Toujours. À l'époque, il y avait, dans les années 1800, il y avait Louis-Philippe, je crois, qui avait fait une loi sur la strate basse pour lutter contre les guerres infanticides de famille, vous voyez. Et donc, il avait lancé un développement sur tout ce qui était culture, élevage, sylvo, agro, pastoralisme. Voilà. Il faisait une rotation de parcelles complètes sur l'ensemble d'hectares qui était énorme. Et tout ça, ça a permis aux agriculteurs de se développer, à recréer des jardins, à recréer une biodiversité, à recréer l'ensemble vital et une économie globale pour tout le monde. Et tout le monde s'est régalé. Mais pour ça, pour faire un projet comme ça, concret, moi je suis partant à 200%. Hein. Moi, tout ce que j'ai chez moi, je le mets à disposition de l'association, c'est pas le problème. Mais il faut des mains. Et des mains, ça ne peut pas bouger. Par contre, pour les parcelles où vous pouvez actuellement là-dessus procréer sur la Gardiole, je les connais toutes. Je travaille sur ces 140 hectares depuis 10 ans. Voilà. On a sur la Mare Farley des endroits qui sont propices à ça, qui ont été exploités à l'origine, même à 1870, la Seconde Guerre mondiale, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Ils se faisaient à manger, les gens. Ils ne crevaient pas de faim. Ils existent encore, ces parcelles-là, sauf qu'il faut les revitaliser. Et pour le revitaliser, il faut toujours des mains, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas passer. Ah. Pour voir des informations, des cascades, des retenues d'eau. Il ne faut pas oublier qu'avant de planter les arbres, d'abord on crée des zones humides, de rétention d'eau. Les zones humides, il faut créer ça avant de vouloir planter les arbres. Parce que si on arrive pour planter l'arbre, l'arbre dans 3 ans il est mort. Ne pousse pas, c'est pas possible. Bon, peut-être qu'il y a, je ne sais pas quoi, un marabout qui arrive. Non. D'abord, il faut prendre le contexte des zones humides. Les zones humides, c'est bien dit, je ne sais pas si vous connaissez. Des tests de Claude Bourguignon préconisent ça sur l'ensemble de la planète. Il a fait ça dans le désert de Gobi, il a fait. C'est pas dire, il n'y a rien là. Il a fait ça là-bas, en Afghanistan, au Turkménistan, en Mongolie. Il a fait tout ça partout. Et ça marche. Agro, sylvo, pastoralisme. C'est les 3. Et une rotation de parcelles. Pas une mainmise directement sur les éleveurs. Et là, vous créez des alpages, vous créez toute une biodiversité complète, globale. Et ça, c'est aux politiques, aux élus et aux associatifs qu'il faut le faire. Mais l'ensemble, tout le monde. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas le seul. C'est tout le monde. Voilà. Mais, il faut le monote. Moi, j'arrive plus à ouvrir mes mains tellement qu'elles sont coincées, quoi. Et tout ça, si vous voulez le voir, je vous invite chez moi à voir ce que j'ai fait depuis 10 ans, tout seul. Tout ce que vous avez dit là, ça existe. Tout. Les arbres sont devenus plus grands par celles où j'ai exploité avec les brebis. À côté, ça n'a jamais été exploité, c'est resté stagnant. Là où il y avait les brebis, c'est resté plus grand, serré. La strate, elle se refait complète. Les oiseaux, il y a toutes les oiseaux qui viennent. Il y a tout. Des sangliers, il y en a pas beaucoup parce que j'ai des chiens, j'ai des fusils aussi. Mais... Voilà, bon, je ne sais pas tout le monde, je ne vais pas manger. Merci. C'est vrai ce que vous dites, parce que débroussailler, ça ne veut pas dire couper les arbres. Ça veut dire, donc on enlève la végétation du sol. Donc débroussailler, c'est pas couper les arbres. Deuxièmement, il y a eu, en la matière, il y a eu une expérience faite avec les lavages.
demande beaucoup de surveillance des lamas, mais il y a un calcul qui avait été fait par le ministère de l'Agriculture en disant il faut combien de lamas pour remplacer d'autres petits. Donc il en fallait beaucoup, mais c'est sorti. Alors Jean-Paul, tu soulevais cette histoire de petits pneus, on va y revenir. Mais en ce qui concerne déjà la gardiole, effectivement, il y a, et c'est sur le parcelle qu'on a visité, une parcelle avec qui appartient à la de Lara, on a visité une parcelle où déjà des amandiers avaient été plantés. Et ces amandiers ont été laissés à l'abandon, ils sont des bons amandiers qui sont bien développés, qui sont grands. Donc, sur les parcelles difficiles, et là on travaille avec le projet pépiniériste, la pépinière du Bosque, on va certainement travailler avant que notre pépinière laboratoire soit capable de produire des plats résistants à la sécheresse. On va travailler avec des porte-greffes qui, eux, sont résistants à la sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais les arroser, on est d'accord, mais on aura besoin d'un minimum d'arrosage. Ces porte-greffes sont connus de tous, ce sont les amandiers et les cognaciers. Tout ce qui est amandier et cognacier, c'est déjà extraordinaire pour replanter une forêt fruitière de biodiversité. Mais ils seront des porte-greffes, très résistants. Un amandier, on greffe toutes les espèces de pruniers, de pêchers, d'abricotiers. Sur le cognacier, les variétés à pépins, en dehors des vignes, poires, pommes et nachis. Et quand on connaît toutes les variétés de pommes, même de la région et de poires, ça représente déjà une forêt de biodiversité incroyable. Donc, on travaillerait sur ces parcelles-là, sur des parcelles expérimentales basées sur une expérience, une expertise déjà que tu as, de façon à aller petit à petit, progressivement, sur la gardiole avec ce système de reforestation fruitière. Mais il n'y a pas que la gardiole. Elles existent, les parcelles. Oui, elles existent, bien sûr. Il suffit juste de revitaliser, c'est tout. Il y a tout ce qui est fait, ça a été fait au début du siècle dernier. Donc ça, tu as une expertise et forcément on sera amené à se rapprocher et à travailler avec toi pour aller le plus vite possible, en tout cas, que l'on va pouvoir faire sur la gardiole, qu'il sera possible de faire sur la gardiole. Et puis après, tu parlais des petites mers. Les petites mers, évidemment que c'est quelque chose de primordial, mais c'est aussi un des buts de l'association. Cette association a pour vocation également de créer du lien intergénérationnel. Il y a des jeunes qui se sont déjà, alors on n'a pas communiqué, on a passé un article sur le petit livre pour annoncer que la réunion allait se tenir ce soir, et il y a eu un article un peu plus de fond d'une demi-page récemment qui annonçait également la réunion, et j'ai reçu rien qu'avec cette communication et une page Facebook qui débute, un grand nombre de coups de fil de personnes qui veulent véritablement s'impliquer et des jeunes qui ont de l'énergie. Et une personne, d'ailleurs Jean-Paul, vient de ta part, et c'est un stagiaire. C'est moi l'essai ouvrier, c'est moi qui l'ai formé. Ouais. Un gars de très très haut niveau et qui nous a proposé de venir pendant 4 mois rejoindre l'association et nous aider justement sur les parcelles difficiles parce qu'il a une expertise très très intéressante sur ces parcelles-là, de nous aider pour le côté gardiole, mais également pour toutes les autres parcelles. En fait, je ne l'ai pas encore rencontré, mais les contacts qu'on a eus et le fait qu'il vienne de ta part a fait que j'ai accordé une importance particulière à sa demande, à ses candidatures. Donc, officiellement, il va nous rejoindre pour 4 mois de stage. Est-ce que vous avez des questions? On est quand même, en tant que particulier, là, on fait quoi? Alors, en tant que particulier, ce que mettez en avant, si on s'y met tous, élus, oui, non, mais concrètement, je veux être concret, si on s'y met tous, donc élus et puis individus citoyens, ça va aller très vite. Ça veut dire que dès la prochaine campagne, voilà, alors je finis ce que j'ai à dire, après c'est le gouvernement. Donc ça va aller très vite, ça veut dire que dès la prochaine campagne de novembre-décembre,
on va mettre en place ces arbres-là. Donc les particuliers, si par exemple, toi donc tu es de Poussin, si tu viens de Poussin et que Poussin ne nous suit pas, ça va être possible, mais il faudra être un peu plus patient, parce que le temps qu'on récolte suffisamment de fonds pour pouvoir offrir la gratuité des arbres, ça mettra un peu de temps. Mais si Poussin nous suit, la parcelle que je suis venu visiter, c'est comme ça qu'on s'est croisé et rencontré, la parcelle, c'est dès cette prochaine campagne qu'elle va être plantée. Alors, un plan d'arbre fruitier, on compte en moyenne 20 €. Et ce n'est pas à la charge de la personne qui met à disposition son terrain. La personne qui met à disposition le terrain privé, lui, les arbres sont offerts. Par contre, ça ne veut pas dire que voilà, il va pouvoir se reposer sur ses lauriers. Ça veut dire qu'il va falloir voir comment il va pouvoir mettre en place des trous pour accueillir ces arbres-là. De quelle façon il va falloir travailler en fonction du terroir aussi. Toi, tu es dans du garrigue, donc c'est quand même assez particulier. Donc, le faire suffisamment en avance pour que l'accueil de l'arbre soit le meilleur possible. Et organiser les soins des premières années, c'est-à-dire l'arrosage nécessaire pour maintenir l'arbre, mais attention, pas le surarrosage, parce que le surarrosage va faire que l'arbre, lui, s'il a de l'eau, il ne va pas aller la chercher. Donc c'est un arrosage juste, c'est un ça où les personnes qui interviennent sur la forêt globale vont avoir une expertise et vont venir voir les parcelles en disant, par exemple, là, cet arbre-là, on peut encore attendre un peu. Peut-être une semaine avant de commencer à l'arroser. Là, on doit faire l'effort d'aller chercher l'eau, mais on doit mesurer cet effort de façon à ce qu'il puisse continuer à vivre les années suivantes. Donc, si les municipalités le suivent, et dans les municipalités qui le suivent, la plantation se fera immédiatement sur les parcelles municipales et sur les parcelles privées. Est-ce que je réponds à alors ça c'est le principe de la greffe. Un amandier est un excellent porte-greffe. Excellent parce que d'abord il est très résistant et habitué à la sécheresse. Donc on plante un amandier. On plante un amandier et on rapporte. Et ensuite on greffe par exemple sur l'amandier. Sur la... Parce que c'est le principe de... Même sur du sauvage. Il y a bien d'autres éléments qu'on peut mettre en place. Disons que je me présente, Luc Ménard, je suis ethnobotaniste, c'est-à-dire je m'intéresse beaucoup à l'histoire des relations entre les hommes et les plantes. Approchez-vous. Et donc, par rapport à l'ensemble du travail, ça fait de 50 ans que je me bats pour l'agriculture biologique, donc disons par rapport à ça, vous connaissez quand même un petit peu le sujet. Je m'intéresse énormément aussi à tout ce qui est organisation, disons des utilisations des différents bois, parce qu'il n'y a pas que par rapport à l'alimentation, il y a aussi par rapport à la manière de faire des outils. Par exemple, tout ce qu'on utilisait pour faire des moulins, tout ça, toutes ces pièces-là, c'est vraiment important. On les a dans nos arbres, donc ça, il ne faut pas le perdre. On a les râteaux, on a la fourche de sauve qui est en micro-boulier. On a la ville micro-boulier qui nous donnait tous les savons qu'on avait dans la région, parce que c'est très riche en huile. On a des tas de ressources de ce genre-là qu'on n'utilise plus du tout, qu'on a perdu actuellement. Donc l'ensemble de ces données qu'on va pouvoir mettre en place vont pouvoir faire qu'on peut avoir une forêt diversifiée, mais qui va être parfaitement adaptée. Ensuite, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Il y a d'abord que si on connaît un petit peu la garrigue, on se rend compte que finalement on a plein de porte-greffes qui sont déjà en place. On a des pommiers sauvages, on a des cerisiers sauvages. Des cerisiers sauvages, il y en a même 3 sortes dans la région. On peut très facilement greffer dessus directement. Donc on a une association sur l'Odel qui s'appelle Paysan, qui va donc prendre des branches d'arbres qui sont, disons, ceux qui vont être résistants, plutôt adaptés à notre climat, et puis on va le greffer sur ces arbres sauvages, tout simplement. Et ils font des formations par rapport à ça, et donc on peut très bien aller les rencontrer pour pouvoir faire qu'on puisse, nous, après ça, greffer tous les arbres sauvages qu'on a. Ça existe déjà. Ça existe, tout
Ça a été tout forcé en place. Il suffit de sortir, c'est tout. Bah oui, tu vois des porte-greffes, tu vas la regarder, tu peux greffer tout ce que tu veux. Ils sont déjà en place, ils sont déjà sur le défi, par exemple, ils sont existants. Sur le défi, on greffé le défi. Bon, le défi allemand en particulier. Bon, on peut greffer aussi, ça s'appelle poirier. L'aubépine, il y en a partout. L'aubépine, le poirier, il y en a 2 sauvages derrière chez moi qui datent du début du siècle. Il faut les greffer. Donc, il y a aussi une autre chose, on peut ramasser les baies de ces arbres sauvages et les remettre à l'automne. Et à ce moment-là, on va faire la collecte, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller acheter des plants. Avoir un plant à la maison, c'est très contre-productif parce que la première chose d'un arbre, c'est qu'il a un pivot. Et ce pivot, quand il descend dans la terre, c'est lui qui va donner la première résistance à la plante. Donc si on attend 2 ans qu'il soit dans un pot, il va commencer à tournicoter dans le pot, et puis il va pas du tout être adapté à descendre dans la rive. Donc là on a toute la problématique de plutôt aller planter directement avec les personnes, et plutôt aller planter directement dans le sol. Et là on va avoir une efficacité parce que c'est des arbres qui sont déjà résistants, et on peut les greffer très facilement. On a le mirobolant, donc qui est avec les fruitiers sauvages, c'est pareil. Donc à partir de là, on a toutes ces techniques qu'il faut arriver à collecter, à mettre en place et à partager. Et à partir de là, on peut beaucoup plus facilement avancer dans les projets avec des choses qui sont des évidences pour des personnes qui sont dans le sujet depuis longtemps, comme notre ami Berger. Donc on va rester en contact si vous êtes d'accord. Et ce que je voulais vous décrire, c'est ce que... Monsieur le maire. Voilà. Moi je voulais donner une information administrative. Vous savez que le massif de la Gardiole, c'est un massif particulier puisqu'il est classé. Il y a la forêt domaniale, il y a les forêts communales et les propriétés privées. L'agglomération exerçant la compétence sur le massif de la Gardiole, pour exercer sa compétence, il fallait qu'elle ait la maîtrise des propriétés communales. Ce qui veut dire que les communes du massif de la Gardiole, nous avons transféré les propriétés communales à l'agglo. On reste toujours propriétaire, mais c'est l'agglo qui en a la gestion. Ce qui veut dire qu'il faudra que vous passiez, que vous conventionnez avec l'agglomération pour justement mettre en pratique votre projet. Actuellement, il y a une convention qui est déjà développée par Fadreg avec le Conservatoire des espaces naturels. Voilà. Fadreg va d'ailleurs monter un projet justement de production agricole et de plantation qui ressemble à ce que l'on souhaite mettre en place pour les parcelles exploitées. Tu veux dire à Mirabeau? Oui, à Mirabeau. Le domaine de Mirabeau? Complètement touristique, c'est pas bien. Je pense qu'il y a... Il y en a qu'une qui va rester à faire, c'est que planter les 2000 arbres. Alors ça on verra, en tout cas, c'est pas Il va étudier. Je sais, j'étais sur le projet. Je vais revenir sur le particulier. Il y a des particuliers qui souhaitent le mettre en place en ayant juste des éléments de l'association qui sont en besoin de l'argent qu'il faut attendre en novembre, décembre. On est preneur de savoir-faire pour 20 €, c'est quand même global. Donc, avoir besoin de l'association administrative, mais on va les aider à mettre en place déjà dans un premier temps. Alors l'association a effectivement ce but-là de partage d'un savoir collectif et de formation. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut simplement avoir des arbres chez lui, on n'a pas besoin de faire intervenir une personnalité qui fait de l'agroforesterie depuis 10 ans. Et pour quelqu'un qui veut s'installer, là, on va avoir une mise en place d'une formation de façon à ce que l'installation soit rapidement productive et puisse être pérenne. Mais pour les particuliers, effectivement, simplement le fait, c'est ce qui s'est passé quand on est venu voir ta parcelle, où on a commencé à regarder les plantes déjà existantes, celles qu'on va garder, par exemple les pistaches lentisques qui sont très très intéressantes pour créer une atmosphère d'accueil des jeunes plants, et les plus jeunes plants possibles justement pour pouvoir, c'est ce que l'on veut faire avec cette pépinière, le plus tôt possible, et la conservation de la forêt existante, parce que la forêt
global, c'est pas la déforestation. C'est on garde ce qui existe, on éclaircit un petit peu pour des raisons de sécurité incendie s'il y a besoin, et ensuite on plante de la forêt. Alors, un sujet qui est important par rapport à ce que disait Jean-Paul, qui incarne déjà la mise en place de ce principe-là, et je crois que ça faisait 11 ans que tu travaillais, tu m'as dit, sur la possibilité d'avoir une subvention pour planter 5000 arbres. C'est un cours. C'est pas l'électoral, c'est très très dur. Alors il faut savoir que nous avons une parcelle de... Mais nous c'est particulier parce que l'étude elle se fait directement par le conservatoire du littoral, préservation des espèces naturelles. Il y a le fils de Claude Bourguignon qui sera sollicité, donc, et peut-être son père et sa mère aussi, Claude et Liliane, les deux. Donc c'est des gens qui connaissent un peu de quoi ils parlent. Et notamment, bon, si le projet se fait, j'attends qu'il ait fini ton stage chez toi et après on pose le projet sera tenu par Gilles, c'est tout. Hein. Non, il est prêt le projet, il est prêt. Il est juste à déposer et à enregistrer. C'est tout. C'est tout. Tout est prêt. Alors, avec les endroits, les points précis, les zones humides à créer, tout. Et là, je ne te dis pas sur ce que je pas toi, moi, je travaille sur 640 hectares. Je te parle de 5000 hectares. Versant sud et versant nord. Ça va même jusqu'à la carrière. Et l'idéal, c'est qu'on a fait la demande, mais bon, ça fait 5 ans que ça dure, c'est pas grave. C'est à la Sobade, faire le laboratoire directement à la Sobade, avec des porte-greffes, les teneurs, tout. Analyse de terre, analyse d'eau, tout. Faire les endroits, les repères, tout. Ça peut parler là-bas, et aller sur place directement. C'est un terrain qui appartient à Fabrègue. La Sobade, c'est Fabrègue. Mais on attend. C'est tout. Donc ce que je voulais dire également par rapport pour rebondir à ce que disait Jean-Paul et à son expertise, donc ça fait 5 ans que moi j'ai commencé à acheter des terres en poussant, 3 ans, et ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler sur le secteur poussané, et j'ai commencé à expérimenter justement cette agroforesterie fruitière avec des buts à permaculture. Et j'ai commencé à expérimenter aussi quelque chose dont on entend parler venant de l'ONF, avec qui, je le répète, je n'ai pas encore de contact, mais ça va forcément se faire, c'est-à-dire le remplacement d'arbres. Ils se sont aperçus, avec les catastrophes incendies qu'il y a eu, que les résineux, ça brûle. Et ça brûle bien. Et donc moi j'ai une petite parcelle avec une pinède, et dans cette pinède je suis en train de replanter des variétés des variétés fruitières qui vont pouvoir grandir à l'abri de la pinède, et pour pouvoir petit à petit remplacer cette pinède et transformer une zone qui est une zone sensible aux incendies en une zone résistante, tout en produisant des fruits originaux, puisque j'ai planté là-dessous, parce que je suis passionné de ça, et ça le sait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, autour de pamplemoussier, où j'ai planté une 50aine d'agrumes différents, de variétés différentes, dont certaines issues de ma propre pépinière, des pins que j'ai récupérés et plantés, et qui se portent. Alors, on n'a pas eu d'hiver, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'hiver, ça fait une variété qui a passé déjà 2 hivers, il n'a pas fait froid. Mais sous une pinède, c'est pas gélif. Si ça gèle sous une pinède, alors là, effectivement, ça gèle très très fort, mais la pinède offre vraiment un abri à des variétés qui vont être intéressantes à développer. Et d'abord pour la biodiversité, mais également pour des parcelles exploitées. Si on a des parcelles exploitées, si on a des parcelles avec une pinède, c'est pas une catastrophe. C'est même très très intéressant. Alors, à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle la cyclogénèse, c'est-à-dire si on enlève l'homme du territoire, on le laisse évoluer sous le climat actuel, je ne parle pas du réchauffement plus simple. Là, on va vers une pinède de Pénalep. Cette pinède de Pénalep, en fait, elle sert d'abri pour que dessous viennent progressivement des chênes verts et chênes pubescents, un chêne blanc, ce qu'on appelle chêne blanc. Ça, si vous voulez, c'est le schéma actuel encore valable aujourd'hui, mais qui est en train de tomber avec le réchauffement. Si on enlève l'homme du territoire,
assez vite. On appelle ça une essence colonisatrice pour les forestiers, parce que ça arrive à conquérir le territoire très rapidement. Et s'il n'y a pas de feu, là, dessous ces pédalèbres, c'est la cyrogénèse, ce qu'on appelle silogénèse, il y a apparition des chênes verts, et progressivement, sur des dizaines et des centaines d'années, on irait vers une chênaie blanche, une chêne pubescente avec un petit peu de chêne vert, sur le climat actuel, qui est en train de bouger. Donc, on pense à peu près, on peut penser que aujourd'hui, si on fait rien, ça sera surtout du pédale. Et qu'on va avoir du mal, sans intervention humaine, on aura du mal à faire venir naturellement, à laisser venir naturellement des chênes verts et encore pire, des chênes blancs qui sont encore un peu plus exigeants. Donc le point du Benaleb, c'est qu'il y a deux notions qu'il faut savoir par rapport aux arbres, par rapport au feu. Vous avez le phénomène d'inflammabilité et ce qu'on appelle la combustibilité. Alors, le problème des résineux en général, et notamment le Benaleb, c'est qu'il est très inflammable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous baladez, vous commencez à éclater une allumette sous son feuillage sec, ça y est, et de suite il prend très rapidement le feu. Par contre, il est moins combustible qu'un chêne vert. Un chêne vert, lui, une fois que le feu est là, il va développer une grosse chaleur par rapport au Benaleb. Vous voyez, donc il y a ces deux notions à avoir à l'esprit. Et du coup, bon voilà, le Benaleb, il n'y a rien de parfait en fait. Hein. Les arbres par définition, ils brûlent, la végétation par définition, elle brûle dès qu'il y a un réchauffement et dès qu'il y a sécheresse. Surtout s'il y a l'homme, voilà, comme vous l'avez dit, s'il y a la présence de l'homme, il y a un risque accru d'incendie parce que l'homme il arrive avec son bigot de cigarette, il arrive fortiche, il y a 50 ans qu'il habite, il est par là, il maîtrise soi-disant parfaitement le feu, il fait un barbecue comme j'en ai souvent sous des pédales. Et quand vous lui dites attention monsieur ou madame, là vous savez, vous prenez un gros risque, oh, moi le feu j'ai l'habitude, le barbecue j'en ai fait en pagaille, il suffit de froid, et voilà. Donc voilà, il y a ces notions-là, c'est complexe aussi. Et là aussi, l'intérêt de cette forêt fruitière, c'est que c'est une forêt qui va être, si on veut qu'elle marche, il faut qu'elle soit accompagnée par l'eau. Comme je dis tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait ces petites mains et ces gros poignets aussi, qui soient là et qui accompagnent cette végétation. Et dans ces conditions-là, c'est possible. C'est possible, et de se servir du Benaleb intelligemment, etc., comme tu as dit, non, c'est possible, quoi. Mais il faut bien raisonner, il faut faire la part des choses et travailler au niveau des équilibres. Et les équilibres, c'est toujours, comme vous savez, un équilibre, c'est un déséquilibre perpétuel. Un funambule qui est toujours en train de perdre l'équilibre, mais il se rattrape. Voilà. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a le minimum de connaissances, même si on n'a pas de le minimum de connaissances, on sait aussi des erreurs qu'on a commises dans le temps, où on a toujours eu ce problème de comment je me comporte par rapport à la forêt, par rapport à l'arbre. Alors il y a ceux qui veulent que des résineux, il y a ceux qui n'en veulent pas. Enfin, aujourd'hui, on peut faire la part des choses, et je crois que c'est l'occasion, avec cette forêt fruitière, de rentrer dans cette ère-là. Une espèce de maturité en fait de l'homme. Je pense que l'homme est arrivé aujourd'hui, en tout cas vous ce soir, c'est parce que vous êtes là, pas tous, hein. Tout le monde n'est pas encore à part cette conscience, mais c'est en train de bouger. Et je crois que c'est là le pari qu'on fait en fait, et qui est formidable. Hein. Moi je trouve que c'est pour ça que j'adhère à ce projet, comme je vous l'ai dit. Je trouve que le pari il est osé, mais il arrive à point nommé, quoi. Et je pense que c'est un formidable pari de société, et on peut démontrer que ça peut marcher. Ça va être très difficile, parce qu'il va falloir se battre contre les éléments. Mais jusqu'à présent, la forêt avait l'ombre contre elle. Aujourd'hui, c'est en train de basculer. Voilà. Et finalement, cette notion de forêt fruitière, ben, c'est à la portée de l'homme. Parce que ben, le fruitier, comme je vous ai dit, par nature, il a l'habitude quand même de stresser. Hein. Et l'homme peut l'accompagner pour lui faire donner le maximum ce qui peut donner de meilleur, c'est-à-dire quelques jolis fruits, même s'il y en a beaucoup moins, s'ils sont beaucoup plus petits, mais ça va être des fruits, comme tu disais, Bruno, qui ont une saveur extraordinaire.
et qui doit être riche, très riche en oligoéléments, en toutes sortes de choses qu'on a oublié aujourd'hui de digérer, parce que la société actuelle, tout est pressé, on industrialise tout, et en fin de compte, on fait ce qu'on appelle les calories vides. On fait du sucre, mais il n'y a pas les oligo-éléments, il n'y a pas tout ce qu'il faut avec, les vitamines, etc. Et on s'étonne après d'avoir des problèmes d'équilibre, de maladies, tout ça. Voilà. Donc il y a un formidable pari de société. Pour moi, c'est faisable, mais il faut vraiment le faire progressivement, avec beaucoup d'acharnement et beaucoup d'intelligence. Oui, par rapport aux arbres et par rapport à la jeunesse de la forêt, Le Pen n'est pas chez nous depuis très très longtemps. Avant encore, dans tel que la jeunesse de la forêt, on avait donc d'abord de l'herbe, puis après ça, d'un petit broussaille, c'est-à-dire de romarin, du chêne kermès. Et après ça, on avait les arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers dans la nature sont des éléments de repeuplement, et à tel point qu'actuellement, quand on a des arbres comme la gomme, eh bien c'est parce qu'on met le tronc adulte en plein vent. Parce que dans la nature, ça n'existe pas. Et à partir de là, et après ça, on évolue vers la chaînée, vers des éléments comme ça, dans les éléments encore plus anciens que la forêt actuelle. Mais si on va vers la forêt qu'on n'entretient pas du tout, on est dans une pauvreté au point de vue du nombre de plantes qui existent et par rapport à la vie qu'il y a, qui est vraiment impressionnant. On n'a plus que 3 sortes d'arbres qui vont pousser, avec quelques arbousiers et des chênes, et puis ça va devenir plus ou moins pénétrable, et on va avoir la salse-pareille qui va se développer dedans, et ce qui vont être des échelles à feu qui vont permettre finalement à la forêt de brûler encore plus facilement. Donc si on travaille en réalité le rôle de l'homme par rapport à la forêt, par rapport à l'environnement, c'est d'arriver à une sorte de bocage, c'est-à-dire l'équilibre sylvo-pastoral, et puis avec en particulier aussi les animaux, parce que quand on a des brebis qui justement vont pouvoir passer au pied des arbres, il n'y a pas de problème. Quand on fait des écobuages intelligents, on ne va pas mettre le feu pendant que c'est sec, on va faire un coup de feu quand ça va être humide. Et là, on va arriver à brûler uniquement la broussaille. Et là, on va avoir une véritable pratique agricole. Et à partir de là, on change tout. On commence à avoir une véritable notion aussi de tout ce que nos anciens pouvaient nous transmettre et qu'on est en train d'oublier à grande vitesse. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces connaissances-là, il faut les collecter. Et puis après ça, il faut adapter. Parce que quand on est dans un endroit qui est vraiment très pauvre, là, l'arbre fruitier va avoir beaucoup de mal à pousser. Par contre, avant, toutes les vignes, elles étaient selon les courbes de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vigne en pente. Donc, dès qu'il pleuvait, toute l'eau s'enfonçait. Il y avait des talus, tous ces talus, il y avait des arbres fruitiers partout. Parce qu'on était dans la terre fertile, et que les arbres fruitiers dans la terre fertile, ils donnent vraiment beaucoup. Je parle seulement il y a 40 ans en arrière, tous les fonds de vigne, c'était des coliaciers, des cerisiers, la pêche de vigne, et ainsi de suite. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'on a dans l'appellation, par exemple, pour avoir le muscat de Mirabal, s'il y a un arbre au bord d'une vigne, on vous enlève l'appellation. On est dans une aberration totale. Donc, si on garde tous ces arbres, chaque arbre arrive quand même à manger jusqu'à 5% de la lumière pour la transformer en élément carboné. 5% de la lumière qu'on enlève, c'est 5% de réchauffement en moins. Donc chaque fois qu'on plante un arbre, on est dans la forêt. On arrive à ce moment-là, dans des endroits très désertiques, à avoir finalement plus que certaines plantes envahissantes qui poussent. Et ces plantes envahissantes, on dit oui, mais elles ne sont pas de notre région, il ne faut pas mettre des choses qui ne sont pas de notre région. Non. À partir de là, notre combat, c'est d'arriver à avoir du carbone. Et là, on va utiliser aussi bien de l'élante, on va utiliser le mûrier à papier, qui peuvent s'adapter dans des endroits extrêmement secs.
et qui vont permettre justement de limiter le réchauffement de ces parcelles par la transformation de la lumière en éléments carbone. Et là, on arrivera à commencer à faire la forêt globale. Sur ces zones-là en particulier, on va avoir peut-être besoin d'adapter. Le principe même de l'association, c'est de justement regarder quelle est la situation précise à la fois d'une commune, mais à l'intérieur même de la commune de tel membre en particulier, de voir comment on va appliquer un principe qui peut être d'abord, on va mettre des plantes qui vont recréer petit à petit un humus. Ben, tu fais catastrophe d'abord, tu mets ta catastrophe naturelle le plus bas possible pour monter un peu en haut. Voilà. En bas, tu as 90 hectares qui ne servent à rien. On ne sait pas pourquoi ils sont là, ils ne servent à rien. Déjà, ils sont propriétaires de terrain qui ne servent à rien. Alors, donc ça rentre. Même les brebis, elles ont du mal à passer, les sangliers pour le tour, puis après, on a pas fait une idée. Alors c'est intéressant parce que on dit que tout ce que vous avez décrit, tout ce que tu as parlé là-bas, c'est en fait un processus que met en place la nature pour recréer de la forêt, de la grande forêt. Alors ça va prendre des siècles. Si on ne fait rien, si on laisse faire. Et tout l'avantage de mettre en place la forêt globale, c'est donner ce coup de pouce au service de la nature, pas pour la servir une fois de plus, pour gagner du temps. Et ce qui serait fait en 500 ou 600 ans peut être fait en quelques décennies. Alors, on a déjà beaucoup pris de votre temps. On peut répondre encore à des questions si vous en avez, mais j'aimerais parler, moi, maintenant du fonctionnement de l'association. Il est évident que si vous êtes intéressé par ce que l'on propose et que vous avez la volonté de nous aider, ça peut être fait de plusieurs façons. D'abord, d'apporter une expertise, et ça peut être une expertise des fois originale. Par exemple, parler des sangliers. Je suis en contact avec une personne qui est venue ce soir, qui était plombier, qui connaît bien la soudure, et on peut travailler avec lui sur la mise en place d'un piège qui empêcherait les sangliers de s'approcher des jeunes plats. Parce que les jeunes plats, quand on va les mettre en place, on va les mettre en place aussi avec une ouverture herbeuse importante pour maintenir le maximum d'humidité. Et ça, les sangliers, ils s'éclatent. Il y a des larves dedans, il y a des vers qui vont commencer à arriver, et ils adorent ça. Donc il faut se prémunir de l'arrivée des sangliers. Donc, si vous voulez aider, si vous avez une compétence particulière dont vous pensez qu'elle peut venir nous aider, mais alors laissez-nous vos coordonnées. Si vous voulez participer au financement qui est le nerf de la guerre, à ce moment-là, vous avez des clients où on peut avoir toutes vos coordonnées. Et vous pouvez donc adhérer pour 20 € à l'année. Ça fait par mois, par semaine, par jour, parce que c'est négligeable. Les 20 € à l'année, vous pouvez donc adhérer à l'association. Et si vous voulez parrainer les arbres pour 20 € par an. Alors on a dit, oui, les arbres, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de les acheter. C'est pas tout à fait exact quand on considère que sur nos parcelles, qui vont être des parcelles exploitées, on va mettre des essences fruitières anciennes qui seront achetées, de façon à ce que sur ces parcelles-là, on puisse avoir une production rapide. Voilà. Mais uniquement sur ces parcelles qui seront des parcelles exploitées. Après, sur les autres, pas la première année, parce que la première année, notre pépinière n'est pas encore en place, même si je vais commencer. Mais sur les années suivantes, on sera capable de proposer nos plans. Mais on va avoir besoin des pépiniéristes, comme le pépiniériste dont je vous ai parlé. Il y a la pépinière Rocher aussi, du côté de Nice, qui fait un travail extraordinaire. Et on travaillera avec eux au départ pour démarrer et pour lancer la dynamique de l'association. Vous aviez une question, excusez-moi. Non, c'était juste pour les sangliers, parce que moi, j'ai des vignes vers Casse-Bénézé, entre Garrigue et les Coteaux de l'Orbe. On avait des problèmes de sangliers. Il y a un truc qui marche super bien, parce qu'on a planté plein d'arbres aussi, c'est de récupérer des cheveux chez le coiffeur, les mettre dans des petits filets à l'endroit où on veut protéger les jeunes plantes, et on n'a plus du tout de sangliers. Enfin, je vous dis, ça marche super bien. Donc ça a fonctionné chez vous. Ah ouais, Chez vous. Dans des filets d'oignons, là, des petits filets, vous suspendez vos cheveux, humains bien sûr, hein, et ils viennent pas, ils nous sentent. Et là, il y a le bidon à l'envers, hein, bidon à l'envers. Oui, va chez son coiffeur, récupérer des cheveux. Ouais, ça marche. Oui, ça marche. Alors là, par exemple,
et avec qui justement nous sommes un excellent rapport et qui va nous donner des détails sur la façon dont elle recycle les cheveux. Ça peut être personnel. Est-ce que vous le renouvelez souvent? Comment? Est-ce que vous renouvelez après l'utiliser souvent? Oui, on les renouvelle. Puis il y avait un truc aussi, c'est que dans une parcelle à côté de Garrigue, on avait des vieux plants, on avait du vieux cardinal, et on se les faisait toujours bouffer par les sangliers qui arrivaient toujours avant nous. Et là, autour de cette parcelle de vigne en raisin de table, on a mis ces histoires de cheveux là, et puis on en a plus. D'accord, c'est des trucs. Donc c'est une piste. Non pas, on va par rapport au sanglier, par hasard, on a trouvé un système qui défonçait le grillage, qui défonçait le grillage, on avait dû faire, je disais, par rapport aux sangliers qui ont défoncé le potager 3 fois, on a mis du grillage, on l'a enterré, on l'a fait railler le grillage, il le soulevait toujours. Et j'ai mis des petites clôtures en bois, en croisillon comme ça, et incliné à 45 degrés. Et bien il n'y allait plus. Et je crois qu'en fait, ils se prenaient les pattes dans les croisillons en bois, qui sont des bois ronds. Mais quand c'est grand, on ne peut pas passer. En tout cas, le potager est terminé. Alors c'est grand, soit une parcelle peut être protégée de cette façon-là, parce que le point faible des sangliers, c'est les pattes. Voilà, si donc quelque chose dans les pattes, vous n'arrivez pas à se déplacer, un grillage épais où vous mettrez les pattes dans le trou, par exemple, dans les grillages, ça ce sont des pistes de toute façon que la forêt globale va étudier. Ça fera aussi partie de la contribution. Donc, pour nous aider, vous avez ce client, prenez-en même plusieurs si vous voulez, parlez-en autour de vous, parce que plus nous allons être nombreux à adhérer, et plus rapidement on va mettre cela en place, et ce qui pourra être fait en 10 ans, avec un nombre d'adhérents important, sera fait en 10 ans. Avec un nombre d'adhérents moins important, ça mettra peut-être 50 de plus, mais c'est pas grave. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il faut mettre en place ce genre d'initiative. Sinon, voilà, peut-être que la planète, c'est pas un problème pour nous si on vient à disparaître. Alors, c'est pas pour la catastrophe, mais déjà, critiquer la sonnette d'alarme il y a 20-30 ans, on s'est moqué d'eux. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a eu tort de se moquer d'eux. Donc voilà, soyons simplement citoyens responsables. Et pensez bien une chose, c'est que même si c'est un arbre à planter chez vous dans votre jardin, quand vous plantez un arbre, vous faites du bien à tout le monde.